Paris du milieu du XIXe siècle n'est pas simplement une ville, c'est le cœur de l'Europe, son pouls et sa respiration. Ici se forgent les alliances et s'effondrent les empires. Ici, un simple effleurement de la main peut coûter une guerre entière et un sourire ouvrir les frontières à toute une nation. Et dans ce monde brillant et dangereux, posa un jour le pied d'une jeune femme qu'on appelait non sans raison la plus belle arme de l'Italie. Elle s'appelait Virginia Olduini, comtesse de Castiglione. Elle n'avait que 20 ans quand le ministre de l'Italie unifiée, Camillo Cavour, osa un geste que l'histoire appellerait plus tard un chef-d'œuvre diplomatique. Il n'envoya pas d'armée à Paris, ni dépêcha pas de délégation en uniforme chamarré et avec des dossiers de traité. À la place, il la choisit, elle, grande, fine, avec un visage comme taillé dans le marbre et des yeux couleur de mer matinale. La mission était simple et impossible à la fois, captiver le cœur de l'empereur de France Napoléon III. Le captiver de telle sorte que cet homme entouré de flatteurs, de beauté et d'intrigants commence à écouter sa voix avec autant d'attention que les rapports de ses ministres. Virginia devait devenir non seulement une maîtresse, mais aussi un agent secret de l'unification italienne. Elle partit en comprenant parfaitement le prix de sa mission. Son arme n'était ni l'or ni le sabre, mais ce qu'on ne peut voler ni contrefaire, sa propre beauté. Elle savait comment agir. Chacun de ses mouvements, chaque mot devait être soigneusement mesuré, comme un pas sur la glace fine. Virginia arriva à Paris non accompagnée d'une suite bruyante, mais presque discrètement, comme si sa venue était un hasard. Mais la cour ne croyait jamais aux coïncidences. La nouvelle de l'arrivée de la comtesse italienne se répandit dans les salons plus vite que les télégrammes. On disait qu'à Turin restaient tôt des hommes qui, pour son sourire, étaient prêts à oublier épouse, enfants et dettes. On disait qu'elle pouvait faire qu'un homme se sent trois, et le soir même le priver de cette sensation d'un seul regard. La première apparition de Virginia à la cour fut planifiée comme une opération militaire. Une robe couleur de vin qui coule épais dans un verre aux chandelles, les cheveux arrangés de façon que la lumière tombe sur le cou, soulignant sa fragilité. Des bijoux, le minimum, car la plus précieuse des choses qu'elle portait était invisible. Elle entra dans la salle comme si elle n'entrait pas, elle glissa, et au même instant, l'air devint plus silencieux. Les conversations se turent, les gens se retournaient, n'ayant pas le temps de cacher leur envie et leur curiosité. Napoléon III la remarqua immédiatement. On dit qu'il était homme capable de se souvenir du regard d'une femme, même s'il ne l'avait vue qu'une seule fois. Et ce regard, profond, froid, avec une légère moquerie au coin des lèvres, s'enfonça en lui comme la lame d'une épée. Elle savait regarder de telle façon que les hommes avaient l'impression qu'elle savait déjà tous deux le bon et ce dont ils se taisent même à eux-mêmes. Ce soir-là, ils n'échangèrent que quelques phrases. Il demanda si Paris lui plaisait, elle répondit qu'elle n'avait pas encore décidé. Et par cette phrase, comme d'un coup habile, elle le força à vouloir qu'elle décide en sa faveur. Ainsi commença une histoire où l'amour et la politique seront entrelacés si étroitement qu'il sera impossible de comprendre où finit l'un et commence l'autre. Pour Cavour, elle était un pion qu'il déplaçait sur l'échiquier d'autrui. Pour Napoléon III, une énigme qu'il voulait déchiffrer. Et pour Virginia elle-même, cette soirée fut le premier pas pour entrer dans l'histoire non seulement comme une belle femme, mais comme celle qui savait changer les destins des États sans quitter la chambre à coucher. Chapitre 2. L'entrée à la cour comme un éclair. Au palais des Tuileries, on était habitué au défilé de la beauté. Ici, chaque soir, des centaines de femmes partaient au combat, armées de diamants, de soie et de mouvements d'éventail perfectionnés. Mais ce soir-là, tout changea. Paris avait déjà entendu parler de la comtesse de Castiglione, mais les rumeurs ne sont que des ombres. La vraie impression ne naissait que quand elle apparaissait dans la salle. Son arrivée ne fut pas bruyante, ni fanfare, ni annonces officielles. Et pourtant, dès qu'elle posa le pied sur le sol de marbre, le silence transperça la salle, comme avant l'éclat de la foudre. Elle portait une robe couleur bordeaux épais, cette teinte même qui rappelle à la fois le vin et le sang. Le tissu enveloppait doucement sa silhouette, mais ne révélait rien de trop, forçant l'imagination des hommes à travailler sans relâche. Ses cheveux, sombres comme une plume de corbeau, étaient arrangés de façon que chaque mèche reflète la lumière des chandelles, jouant avec des reflets dorés. Elle savait utiliser la lumière comme un artiste son pinceau. Son rire, léger, cristallin, mais avec une moquerie à peine perceptible, trancha l'air comme une lame fine. Il ne s'adressait pas à tous, mais seulement à ceux qui étaient déjà entrés dans son champ de vision. Et chacun qui entendait ce rire commençait à chercher le moyen de l'entendre à nouveau.
Elle marchait sans hâte, lentement, comme si toute la salle n'était qu'un décor pour son entrée. Les dames de la cour se figèrent, se paralysant dans un mélange d'envie et de peur. Même les hommes, habitués à se considérer comme maîtres de la situation, ne pouvaient te cacher leur trouble. Napoléon III la remarqua avant même qu'elle s'approche. Il était entouré de sa suite, des ministres lui chuchotaient à l'oreille, mais son regard était déjà rivé sur cette haute silhouette, se mouvant dans la salle avec la grâce d'une prédatrice sûre de sa victoire. Et voilà qu'arriva ce qui stupéfia même les plus anciens courtisans. L'empereur, celui devant qui tous s'inclinaient, fit le premier pas à sa rencontre et inclina légèrement la tête. Ce n'était pas une profonde révérence, mais suffisant pour que tous comprennent. Ils n'avaient pas devant eux simplement une belle femme, c'était la favorite du futur. Virginia s'arrêta exactement à la distance nécessaire pour qu'entre eux reste un espace de tension. Leurs regards se croisèrent et la salle sembla cesser d'exister. Il voyait devant lui non seulement une invitée d'Italie, mais une femme en qui il y avait quelque chose de dangereux, presque magique. Elle, de son côté, voyait un homme dont le cœur et les décisions deviendraient bientôt son territoire. La conversation entre eux fut brève, presque formelle, mais les mots n'étaient pas l'essentiel. Tout ce qui était nécessaire avait déjà été dit par le regard, l'inclinaison de tête, la pause à peine perceptible dans sa réponse. Le reste était réservé aux futures rencontres. Depuis cette soirée, le nom de la comtesse de Castiglione se mit à résonner dans les couloirs du pouvoir avec une intonation particulière. On l'attendait dans les salons, on la discutait dans les rédactions de journaux, ses photographies étaient demandées aux meilleurs artistes. Elle était entrée dans la cour française comme un éclair, brillant, rapide, sans avertissement. Et personne ne doutait plus. Cette femme n'était pas venue ici pour jouer selon les règles d'autrui. Chapitre 3. La chambre comme salle diplomatique. La nuit au palais des Tuileries était plus silencieuse que le jour. Le murmure des justes au corps et le froissement des robes s'apaisaient, les chandelles fondaient et les immenses salles, récemment remplies de rires et de musique, plongeaient dans une douce obscurité. Mais dans l'une des chambres, la lumière brillait encore. Là où naissaient habituellement les déclarations d'amour, cette nuit naissait la politique. Virginia de Castiglione connaissait le prix de sa mission. Elle comprenait que chaque mot dit à cette heure aurait un poids non moindre qu'une signature sur un traité diplomatique. Et c'est pourquoi sa voix dans la pénombre n'était pas le doux murmure d'une maîtresse, mais une leçon silencieuse et enveloppante, déguisée en jeu de passion. Elle parlait de frontières, non pas de celles qu'on dessine dans les cœurs, mais de celles qui passent sur les cartes d'Europe. Ces mots glissaient le long de la ligne du Piémont, de la Lombardie, de Venise, les unissant en un tout dans l'imagination de Napoléon. Elle lui rappelait que l'Italie n'était pas simplement une terre, mais une idée qui pourrait devenir le symbole de son règne. Ses doigts pouvaient te glisser sur son épaule, mais au même instant sa parole menait ses pensées loin au-delà des murs de la chambre, vers l'école alpin, les ports maritimes, les salles diplomatiques, où l'alliance avec la France deviendrait la clé de l'avenir. Napoléon écoutait les yeux mi-clos. Il n'était pas simplement captivé par sa beauté. Il était entraîné dans son jeu. Elle savait faire en sorte que les propres pensées de l'empereur commencent à lui paraître des révélations. Il lui semblait qu'il voulait lui-même ce dont elle parlait. C'était de l'art, forcer un homme à croire qu'il agit de sa propre volonté, alors que ses pas sont depuis longtemps dessinés dans une autre tête. Et tout cela se passait dans un espace où d'autres femmes demandaient des diamants et des promesses. Virginia demandait autre chose, une armée pour l'Italie, un soutien diplomatique, la reconnaissance de son pays. Elle encadrait sa demande dans de la dentelle de phrases, en caresses, dans la douce lumière des chandelles, dans le parfum subtil des parfums. Mais derrière cette dentelle se cachait l'acier. Pour elle, il n'existait pas de frontière nette entre le corps et la politique. Elle savait que dans cette chambre se décidaient les destins de milliers de gens qu'elle ne verrait jamais. Et en cela, il y avait un étrange mélange, une mission presque sainte, enfermée dans l'enveloppe pécheresse de la séduction. Au matin, quand derrière les fenêtres commençait à pâlir la première lumière, Napoléon voyait déjà l'Italie non comme un problème lointain, mais comme une partie de sa propre histoire. Il ne savait pas encore qu'il deviendrait son allié, mais Virginia le savait. Sa route vers le but ne se traçait pas à l'encre sur papier, mais par des pas sur le tapis de la chambre, de la fenêtre au lit et retour. Et chacun de ses pas était encore un nœud sur la corde, avec laquelle elle resserrait l'Europe dans la forme qu'il lui fallait. Chapitre 4. Triomphe et jalousie. Son succès à la cour fut rapide et sans appel. En quelques mois, Virginia de Castiglione
se transforma d'invitée étrangère en femme dont on parlait à voix basse. Dans les couloirs du pouvoir, son nom devint un mot de passe ouvrant les portes des appartements de l'empereur et simultanément une malédiction pour celle qui rêvait de prendre sa place. Les dames de la cour la haïssaient d'une haine particulière et raffinée. À leurs yeux, Virginia n'était pas simplement une concurrente dans la lutte pour l'attention de l'empereur, elle était une étrangère dangereuse qui ne jouait pas selon les règles non écrites de la cour française. Elle ne cherchait pas à s'intégrer dans leur cercle fermé, ne recherchait pas le patronage de familles influentes, ne faisait pas de révérence sans nécessité. Son indépendance froide irritait plus que sa beauté. Les ministres la traitaient différemment, avec une peur prudente. Ils comprirent rapidement que cette femme était capable d'influencer les décisions de l'empereur autant qu'eux-mêmes. Trop souvent, après des rencontres nocturnes avec elle, Napoléon apparaissait aux conseils matinaux avec de nouvelles idées, des amendements inattendus et d'étranges priorités. Certains devinèrent que ces priorités naissaient non dans les cabinets, mais dans la chambre. Mais l'adversaire la plus dangereuse de Virginia était l'impératrice Eugénie. Espagnole d'origine, élevée dans les traditions d'honneur et de rigueur religieuse, elle était habituée à être la première femme de France non seulement par le titre, mais aussi par l'influence. L'apparition de Virginia devint pour elle une offense personnelle. Elle voyait comment l'empereur changeait en présence de cette Italienne, comment il s'animait, comment il commençait à parler de choses qui lui semblaient auparavant ennuyeuses. Eugénie comprit rapidement, Virginia n'était pas simplement une maîtresse et pas simplement une beauté. Elle était porteuse d'idées, capable de changer le cours politique de la France. Et cela concernait déjà non seulement l'honneur familial, mais le pouvoir. Pour l'impératrice, une telle ingérence était inacceptable. Les batailles intérieures entre les deux femmes se déroulaient non au bal, ni dans les chambres, mais dans les mouvements à peine visibles des éventails, dans les regards retenus, dans les répliques finement venimeuses dites de façon que toute la salle les entende. Eugénie savait attaquer sans cri, et son arme était la courtoisie froide qui laissait l'adversaire dans l'isolement. Mais Virginia ne cherchait pas l'approbation et ne craignait pas l'accueil froid. Au contraire, chaque tentative de l'humilier ne faisait qu'attiser l'intérêt pour sa personne. Sa beauté, soulignée par un goût raffiné, brillait plus fort sur fond de regards hostiles. Aux yeux de beaucoup d'hommes, elle n'était pas simplement une femme, elle était un défi, une tentation, une route dangereuse qu'on voulait parcourir jusqu'au bout, même en comprenant qu'au tournant attendait l'abîme. Pendant cette période, elle atteignit le sommet de son influence. Ses visites à l'empereur étaient aussi attendues que les conseils d'État. Son rire pouvait détruire le plan de carrière de quelqu'un et son silence ruiner le projet ambitieux d'un ministre. Paris vivait de son image, discutant chaque détail de ses toilettes, chaque mot dit à la lumière, mais plus Virginia s'élevait, plus aigus devenaient les couteaux pointés dans son dos. La jalousie, l'envie et la peur se combinaient progressivement en une combinaison dangereuse, et devant elle l'attendaient des coups qu'on ne peut éviter même quand on est la plus experte des intrigantes. Chapitre 5. L'appareil photo comme miroir du pouvoir. Le temps passé à la cour enseigna à Virginia la règle principale. La beauté n'est pas éternelle, mais si on la fixe, elle peut vivre plus longtemps que sa propriétaire. Le Paris du milieu du XIXe siècle connaissait déjà le nouveau miracle, la photographie. Pour la plupart des gens, c'était un amusement, une nouveauté à la mode, une possibilité d'emporter avec soi un morceau de souvenir. Pour Virginia de Castiglione, l'appareil photo devint une arme, pas moins tranchante que ses paroles. Elle commença à commander des portraits aux meilleurs photographes de Paris, choisissant soigneusement les studios, les maîtres, la lumière, les décors. Son intérêt pour ce processus était presque maladif. Elle contrôlait tout, l'angle sous lequel tomberait l'ombre, la position de la main, l'expression des yeux. Son regard dans l'objectif n'était pas fortuit. Il était construit comme une phrase diplomatique où chaque allusion avait une signification. Chaque photographie de Virginia était plus qu'une image. C'était un manifeste. Dans un cadre, elle pouvait apparaître comme une dame modeste, en dentelle noire, éveillant chez le spectateur le désir de la protéger. Dans un autre, comme une souveraine assise sur un trône, avec un demi-sourire froid, comme si elle décidait du sort de celui qui regardait le cliché. Plus loin, plus fort les photos devenaient pour elle des miroirs dans lesquels elle voyait non simplement un reflet, mais la confirmation de son propre pouvoir. Elle comprenait que le cadre était capable de survivre aux murmures de la cour, à la jalousie de l'impératrice, aux changements politiques. Sur le cliché, elle serait toujours telle qu'elle avait décidé d'être,
jeune, désirable, invincible. Sa collection grandissait rapidement. Des centaines de portraits remplissaient les tiroirs, les albums, les murs de ses chambres personnelles. 700 et plus d'images, sur chacune desquelles, elle, parfois en robe somptueuse, parfois en costume masculin, jouant avec les attentes du public, et parfois presque dans l'ombre, ne laissant qu'une allusion au trait du visage. Cette obsession devint partie de sa légende. Paris admirait et chuchotait en même temps. Les uns voyaient en cela la manifestation d'un génie artistique, les autres, une vanité sans fond. Mais Virginia savait ce qu'elle faisait. Elle ne créait pas simplement une collection, elle construisait son propre mythe. Chaque cadre était sa réponse silencieuse aux ennemis. Pendant qu'ils montaient des intrigues, elle fixait son visage dans l'histoire. Et peut-être déjà alors, se regardant dans le verre froid de l'objectif, comprenait-elle: un jour, quand sa beauté commencerait à se faner, ses clichés deviendraient ses derniers alliés. Ils rappelleraient au monde qui elle avait été, même si le monde lui-même voulait oublier. Chapitre 6. La mission brûle dans l'incendie politique. Virginia avait toujours su que son rôle n'était pas éternel, mais elle croyait qu'elle aurait le temps d'achever sa mission tant que le feu de son influence ne s'éteindrait pas. Son but semblait si proche: l'alliance de la France et de l'Italie, le coup décisif aux anciennes frontières, le pas vers l'unification tant attendue. Napoléon III l'écoutait, acquiesçait, faisait des promesses. Il semblait qu'encore un peu, et l'histoire tournerait là où elle la menait de sa main fine. Mais sur l'échiquier de l'Europe, les pièces se déplaçaient autrement qu'elle l'avait calculé. La guerre de Crimée entraîna la France dans le tourbillon d'un conflit lointain où se décidaient les destins de la mer Noire et de l'Empire ottoman. Toute l'énergie, l'attention et les ressources de la cour se dirigèrent là-bas. L'Italie, avec ses problèmes et ses rêves, recula au second plan. Les jeux diplomatiques se compliquaient. Les alliés d'hier cherchaient de nouvelles combinaisons. Les ministres chuchotaient derrière des portes fermées. Les journaux attisaient les rumeurs. Pour Virginia, ce fut un coup. Elle était habituée à être au centre de l'attention et maintenant elle entendait de plus en plus souvent que sa mission n'était qu'une ligne secondaire dans la grande partie politique. Cavour, l'homme qui l'avait envoyé à Paris comme une arme vivante, commençait aussi à s'éloigner. Pour lui, son séjour à la cour avait déjà apporté son utilité. La France avait manifesté de l'intérêt pour la question italienne, les premiers pas avaient été faits. Mais aux yeux du politique pragmatique, il fallait désormais non plus des réceptions et des bals, mais des traités diplomatiques, des plans militaires et des signatures sur papier. Virginia sentait cet éloignement presque physiquement. Les lettres de Cavour devenaient plus rares et plus sèches, les mots de soutien disparaissaient, et à leur place venaient de prudentes recommandations de maintenir sa position et de ne pas provoquer de complications inutiles. Elle comprenait qu'à ses yeux, son rôle était terminé. Il voyait en elle déjà non plus une lame tranchante, mais un bijou cher, mais inutile qu'on peut laisser dans un écrin. Ce changement brûlait sa fierté. Elle ne voulait pas être simplement un ornement de la cour française, l'ombre d'une ancienne intrigue. Mais le vent politique changeait et maintenant il lui soufflait au visage. Même Napoléon se mit à parler de choses éloignées de l'Italie, partant plus souvent pour ses affaires, la retenant de moins en moins souvent dans ses appartements. La mission pour laquelle elle avait quitté sa patrie commençait à fondre comme neige au soleil de printemps. Son plan, construit sur la beauté, la passion et l'influence, s'avéra trop fragile face à la grande politique. Et Virginia comprenait. Si elle voulait rester dans le jeu, il lui faudrait chercher une nouvelle voie, une voie où il n'y aurait plus place à l'ancienne assurance. Chapitre 7. L'empereur se refroidit. Le temps qui autrefois s'étirait dans les salles luxueuses se mit maintenant à s'échapper comme l'eau entre les doigts. Encore récemment, chacune de ses visites à Napoléon III était un événement capable de changer son humeur et parfois ses décisions politiques. Maintenant, elle attendait de plus en plus souvent dans les antichambres, entendait le sec « l'empereur est occupé » et repartait, cachant derrière un masque de sourire l'amère prémonition. Aux Tuileries, il n'y avait pas de vide. Sa place fut instantanément remplie par d'autres. De nouvelles favorites apparaissaient comme des fleurs de printemps, jeunes, fraîches, avec la soif de briller. Leurs robes scintillaient, leurs rires tintaient dans les couloirs, et chacune d'elles croyait qu'elle pourrait se maintenir près de l'empereur plus longtemps que les précédentes. Virginia connaissait cette ronde et ne comptait pas partir silencieusement. Elle pouvait encore éblouir par sa beauté. Mais maintenant son arme principale devenait les rumeurs et les allusions. Elle savait lancer une phrase qui semblait une plaisanterie, mais laisser après elle une chaîne de questions.
pouvait laisser échapper une allusion sur des conversations nocturnes avec l'empereur sans préciser quand elles avaient eu lieu, et toujours le regard, retenu un peu plus longtemps que nécessaire sur l'interlocuteur, comme si elle gardait en mémoire quelque chose qu'il valait mieux ne pas prononcer. Ces ombres du passé troublaient beaucoup. Les ministres, généraux, même les dames de la cour commençaient à craindre qu'une connaissance trop proche avec Virginia puisse un jour sortir au grand jour. Elle devint comme une chronique vivante des secrets de la cour, belle, silencieuse, mais toujours prête à rappeler que son silence coûtait cher. Napoléon, fatigué des anciens souvenirs, tentait pourtant parfois de maintenir avec elle des relations polies, mais entre eux s'étendait déjà le vide. Il préférait de nouvelles muses qui apportaient dans sa vie la légèreté et non les souvenirs de jeux politiques. Virginia le sentait et comprenait. L'ancien pouvoir était parti sans retour, mais elle ne comptait pas partir. Même si on lui accordait moins de temps à la cour, elle utilisait chaque occasion pour rappeler sa présence. Par une toilette éclatante, une apparition inattendue à une réception, un mot piquant qu'on reprenait dans les coulisses. Elle savait transformer n'importe quel geste en événement, n'importe quel silence en énigme. Ces derniers mois à la cour ressemblèrent à un spectacle soigneusement construit, où l'actrice comprend que le rideau va bientôt tomber, mais continue à jouer avec une force redoublée. Elle laissait derrière elle un sillage de scandales où vérité et fiction s'entrelaçaient si étroitement qu'il était impossible de les séparer. Et plus ce sillage s'allongeait, plus il devenait difficile d'oublier son nom. Chapitre 8. Les derniers masques. Les années commencèrent à prendre leur dû, mais Virginia ne permettait pas que cela se reflète sur son visage sans combat. L'appareil photo, qui était autrefois devenu l'arme de son pouvoir, se transforma maintenant en son refuge et sa dernière scène. Elle commandait encore des séances photos, choisissait toujours aussi soigneusement les toilettes, les décors, la lumière. Mais dans ses prises de vue, il y avait déjà quelque chose d'autre. Non pas un défi, non pas un jeu pour le public, mais une tentative désespérée de retenir le temps qui s'échappait. Sur les nouvelles photographies, ce n'était plus cette Virginia qui était entrée dans la cour des Tuileries, déchirant le silence par son rire et aveuglant par son regard couleur de vin. Devant l'objectif était assise une femme qui connaissait tous les secrets des poses et des jeux de lumière, mais qui maintenant jouait le rôle d'elle-même, la grande comtesse de Castiglione, dont le nom avait autrefois forcé les hommes à changer leurs décisions politiques. Elle répétait soigneusement l'expression du visage devant le miroir, mais dans ses yeux, les photographes saisissaient de plus en plus souvent une légère fatigue, cachée derrière des paupières mi-closes. Les lignes près des lèvres s'étaient creusées, et même la douce lumière ne pouvait les cacher complètement. Mais Virginia savait transformer ces lignes en armes, leur donnant l'air d'un demi-sourire mystérieux, comme si elle savait quelque chose que personne d'autre ne savait. Paris l'accueillait encore dans certains cercles, mais l'intérêt était déjà différent. Les gens venaient au regarder non plus la reine du bal, mais la légende, la relique vivante de l'époque du Second Empire. Ses toilettes devenaient de plus en plus complexes, comme si elle tentait de cacher dans les couches de tissu non seulement le corps, mais ce qui restait de sa gloire. Sur les photographies, elle pouvait être couronnée avec une épée, dans l'image d'une reine ou d'une déesse. Pouvait être assise sur un trône ou debout près d'une fenêtre, regardant dans le vide. Mais derrière chaque composition se sentait la fine frontière entre l'art et le théâtre. Elle semblait se dire à elle-même « encore un cadre, et le monde se souviendra à nouveau qui je suis ». Et pourtant, au fond de son cœur, Virginia comprenait que ces images n'étaient que des masques qu'elle mettait pour cacher aux regards étrangers la vérité simple et terrible. Elle n'était plus la femme qui pouvait changer le cours de l'histoire d'un seul regard. Maintenant, elle ne pouvait que la représenter. Chapitre 9. Les miroirs voilés. Les dernières années de sa vie ressemblaient à un long jour crépusculaire et visqueux qui ne se transforme jamais en nuit, mais ne redeviendra jamais matin. Virginia de Castiglione disparaissait progressivement de la chronique mondaine, comme une silhouette reculant lentement au fond de la scène, tandis que la lumière des projecteurs s'éteint l'un après l'autre. Elle cessa presque de sortir de chez elle. Ceux qui parvenaient encore à pénétrer dans ses appartements étaient frappés par l'atmosphère étrange, presque mystique. Tous les miroirs étaient recouverts d'un tissu lourd, d'épais rideaux de velours, parfois même de simples foulards sombres. Là où autrefois scintillaient les reflets de diamants et de ses yeux froids, pendait maintenant une obscurité immobile. On disait qu'elle ne pouvait plus se voir. Chaque trait du visage, chaque courbe de la silhouette rappelait que le temps avait vaincu même elle. Elle qui autrefois semblait éternelle, craignait maintenant son propre regard.
parce qu'elle y voyait non la comtesse de Castiglione, mais une femme que le monde avait déjà oubliée. Elle vivait dans la pénombre. Des rideaux ne laissaient passer que d'étroites bandes de lumière, et ces bandes tombaient sur les meubles comme de pâles blessures. Le soir, elle allumait quelques chandelles, mais jamais trop. Une lumière supplémentaire pouvait toucher par hasard un coin où sous le tissu dormait un miroir. Et alors pourrait-y miroiter ce dont elle se cachait si obstinément. Les rares invités, photographes, anciennes connaissances, journalistes occasionnels ne voyaient de plus en elle cette femme même qui avait fait exploser Paris par sa beauté. Ils trouvaient devant eux une recluse mystérieuse, entourée de silence et d'une ombre épaisse, presque palpable du passé. Et pourtant, même dans cette obscurité, elle savait rester elle-même. Les mouvements de ses mains étaient toujours aussi fluides, son maintien droit et sa voix basse et douce comme autrefois. Mais maintenant, ce n'était plus un appel à l'action, mais un écho perdu dans des chambres vides. Virginia s'était elle-même coupée du passé comme si elle comprenait. Si elle reflétait le jour d'aujourd'hui avec ce qui avait été alors, la douleur serait insupportable, et c'est pourquoi elle préféra vivre parmi les miroirs voilés, pour au moins dans le reflet rester celle qu'elle se voyait autrefois. Chapitre 10. Mort et héritage. Elle partit silencieusement, comme elle avait vécu ces dernières années, sans fanfare, sans potin mondain, sans ces murmures qui accompagnaient autrefois chacun de ses pas. L'hiver de 1899 était froid et gris, et dans l'une des maisons parisiennes, derrière des rideaux, la vie de Virginia de Castiglione s'interrompit. Il n'y eut pas de foule à sa porte, pas de chasse au dernier regard sur la légende. Même au moment de la mort, elle resta dans sa forteresse de solitude, entourée seulement de quelques serviteurs fidèles qui, pendant de longues années, s'étaient habitués à son silence et à ses étranges habitudes. Pour Paris, ce fut une nouvelle, mais plus une sensation. Le monde qu'elle avait autrefois fait trembler avait depuis longtemps reporté son attention sur d'autres, et pourtant elle ne laissa pas derrière elle le vide. 700 et plus de photographies, chacune d'elles soigneusement construite, chacune un cadre dans un monologue infini sur la beauté, le pouvoir et la vanité. Sur ces clichés, elle est vivante, tantôt jeune et audacieuse, tantôt majestueuse et inaccessible, tantôt pensive et presque vulnérable. Ce fut son dernier rapport d'espionnage au monde. Elle, comme dans les années de sa mission, parlait sans mots, mais chaque image était un geste politique, une déclaration que la beauté est aussi un pouvoir, et que le pouvoir ne se mesure pas toujours par les lois et les armées. Ces portraits lui survécurent. Ils devinrent la preuve que Virginia de Castiglione n'avait jamais eu l'intention de céder au temps volontairement. Elle permit au corps de partir, mais ne permit pas à l'image de disparaître. Et peut-être était-ce là sa dernière victoire. Parce que chacun qui aujourd'hui prend en main l'un de ces clichés regarde dans les yeux d'une femme qui savait changer l'histoire sans quitter sa chambre et qui jusqu'au dernier cadre resta maîtresse de sa légende.